Bonsoir à tous et à toutes. Je reviens sur une remarque qui a été faite par une spectatrice sur l'une de mes vidéos sur les profils atypiques. Je parlais notamment, forcément, je le sais même, des livres qui sont lus et critiqués d'une manière générale. Effectivement, peu de gens sont vraiment capables d'établir une véritable critique puisque cela demande une énorme capacité d'analyse et surtout une très grande culture générale. Bon, après, la critique idéale n'existe pas, elle sera toujours empreinte de subjectivité. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, je n'aime pas du tout les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Moi, ça ne m'a pas touché, ce livre. Euh, Selon mes critères, j'ai trouvé qu'il y avait peu de sensibilité, notamment entre les relations d'Adrien et de son Antinoüs, si je ne m'abuse, hein. Ça ne m'a pas touché du tout, mais je suis capable de reconnaître que le style est extrêmement bien travaillé. Le volume est très rigoureusement fait, et le fait que cet ouvrage ne m'ait pas intéressé dans le sens touché, comme l'aurait fait finalement peut-être davantage un livre de gare, oui, finalement, ça c'est possible, hein, eh bien, je suis quand même capable d'estimer que c'est un livre de valeur, mais qui, moi, ne me touche pas. Bon, après, je ne mettrai pas non plus 5 étoiles, certainement, parce que je me dis, s'il ne me touche pas, c'est qu'il y a une raison, c'est que je ne suis pas forcément stupide. Je sais pas comment dire, je manque pas forcément de sensibilité, donc je me dis qu'il y a peut-être quand même quelque chose de très froid, de très peu exprimé dans les sentiments qu'Adrien a pour Antinoüs, par exemple, hein, ou alors que je ne le perçois pas. Donc voilà. Donc c'est un livre que, de toute façon, je ne mettrai pas une étoile sous prétexte qu'il ne me plaît pas, que je n'ai pas éprouvé un grand plaisir à le lire, mais je reconnais qu'il a des qualités. Alors ce qui va se passer, c'est que des gens qui vont lire un livre pour lequel ils ne vont pas éprouver de plaisir de lecture finalement, mais même s'ils se rendent compte que c'est bien fait, bien écrit, s'ils en sont capables toutefois, eh bien ils vont mettre par exemple une étoile dans le système Amazon, hein, ou dans d'autres systèmes, ils sont une étoile qui correspond à quelque chose de vraiment très faible, hein, de très mauvais. Alors que moi, quand je mets une étoile, c'est déjà intéressant, hein. Euh, voilà, je mets un, deux, trois ou quatre étoiles au livre que je lis, et une étoile, pour moi, c'est déjà un livre qui a des éléments intéressants, mais qui n'est pas abouti, en fait, hein. Voilà, c'est déjà bien. Deux étoiles, c'est un livre abouti, mais qui n'est pas extraordinaire, etc. Bref, voilà. Et le lecteur fait ça. Il prend des livres de consommation, des livres sandwich. Alors, si ce sont effectivement des livres de consommation, il n'y a pas de problème, je dirais. Mais si ce sont des livres qui ont une ambition supérieure, ce n'est pas la bonne méthode pour les évaluer. La méthode plaisir et la méthode qualité, même si les deux sont souvent difficiles à bien discriminer, à bien distancier, hein, voilà, de toute façon, hein. Et on se rend compte aussi, donc là ça peut être une déception, je n'ai pas éprouvé de plaisir en lisant votre livre, je me moque de savoir s'il est de qualité ou pas, s'il pourrait plaire à quelqu'un d'autre. Alors voilà, alors là ce n'est pas une critique, c'est plutôt un avis plaisir, on pourrait dire ça comme ça, hein. Il faudrait peut-être justement nuancer, mettre d'un côté l'avis plaisir et d'un côté l'avis critique finalement, c'est-à-dire que moi un livre je pourrais mettre 5 étoiles, c'est le maximum souvent sur les sites, pour un livre que je n'ai pas pour lesquels je n'ai pas pris de plaisir, et une étoile pour le côté plaisir. Bon, ça n'aurait pas vraiment de sens, ça complexifierait un peu trop. Un d'un côté et 5 de l'autre, voilà. Là, ça rétablirait les choses. En même temps, si vraiment je n'ai pas pris de plaisir à lire ce livre, c'est que qu'il peut effectivement être mauvais, avoir des défauts, ou alors que moi, je ne suis pas capable d'apprécier tout cela. Donc c'est très complexe, hein. On n'aura jamais une évaluation correcte. L'évaluation a de sens, il faudrait même pas mettre d'étoiles, donner des avis écrits. Elle n'a de sens, cette évaluation, que pour rendre compte de ce qu'on a lu. Rendre compte de ce qu'on a lu. Est-ce qu'on a, à la limite, éprouvé du plaisir ou pas, c'est une dimension qui peut être prise en compte par celui qui va lire cette critique. Euh, le côté plaisir, le côté qualité, mais le problème c'est que ce qu'il faut éviter, à la limite,
mettre un avis plaisir très faible pour un livre de très grande qualité, ce n'est pas si grave, mais ce qui est grave, et personne n'y échappe à un moment donné, certains le contrôlent, d'autres pas, c'est de mettre un avis de haine, de frustration. Alors certains, et moi ça m'est arrivé, je le dis franchement, hein, par contre je les ai supprimés ces avis, la plupart, hein, quand je me suis rendu compte, mais j'en ai pas mis beaucoup, hein, que c'était un avis de frustration. Alors parfois j'ai mis des avis d'incompréhension, c'est-à-dire que j'ai méjugé des ouvrages qui par la suite m'ont semblé excellents. Et là, j'enlève. Maintenant, j'ai tout enlevé, j'avais tout enlevé, parce que je me rendais compte que je n'étais tout simplement pas assez intelligent pour apprécier telle œuvre, tel ouvrage, ou pas suffisamment cultivé pour l'apprécier, ou encore pas spirituellement arrivé à un stade qui me permet de l'apprécier. Voilà. Et je suis encore très limité, ce qui fait qu'il y a des ouvrages qui paraîtront excellents à certains, parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus cultivés que moi, et qui, moi, me laisseront indifférent. Je préfère ne rien dire dans ce cas-là. Voilà. Pour ne pas méjuger, mésestimer un livre qui mérite beaucoup mieux. Donc il y a quand même aussi ce côté haine, ce côté frustration qu'on va projeter dans les livres que l'on lit parce que on se dit mince celui-là ou celle-là elle écrit et moi je n'écris pas, je n'en suis pas capable alors que j'ai fait des études littéraires, j'ai un doctorat en lettres par exemple, certains je les vois venir, hein, mais je n'arrive pas à écrire, je n'arrive pas à créer, je peux imiter mais je ne peux pas créer. Quoique la création, c'est toujours une partie d'imitation, hein. Une grande partie, c'est de l'imitation. D'où le problème un peu du plagiat qui peut paraître être du plagiat, mais qui n'en est pas, puisqu'on imite finalement en grande partie, et après on met sa personnalité sur cette imitation. On part de quelque chose, on part rarement de rien. Quelqu'un qui ne lirait jamais aura du mal, je pense, du moins je le pense, hein, je n'en suis pas certain, à écrire quelque chose lui-même, hein. Il faut partir de, il faut une base. Il faut avoir lu des livres pour en écrire. Moi, je pense, hein, du moins, j'en suis pratiquement persuadé. Et donc cette haine projetée sur un livre, alors on ne lit plus le livre en lui-même, mais on veut taper sur la personne qui l'a écrit. Alors ça peut être une personne à qui l'on en veut personnellement, par exemple, ce qui fait que on va prendre le contre-pied systématique de tout ce qu'il fait, de toutes ses paroles, de toutes ses idées, de tous ses textes, a priori, c'est-à-dire qu'on va les lire ou pas les lire, peu importe, mais de toute façon, on va le condamner avant même de pouvoir qu'il puisse se défendre. C'est-à-dire que on va même plus, au bout d'un moment, lire les livres, ou on va les lire avec en tête l'idée de remarquer ce qui ne va pas. Voilà. Et on trouvera toujours hein, ce qui ne va pas. D'ailleurs, c'est en plus c'est subjectif, mais même objectivement on peut trouver. Donc voilà, si on parle avec cette attitude-là, ben on ne les appréciera jamais. De la même façon, si on est trop attiré positivement par la personne, si on l'apprécie trop, si on l'aime même, eh bien, on va avoir l'effet inverse qui va se produire. On ne va pas remarquer forcément les défauts. On les verra, mais on ne les dira pas. Parfois, on va comment dire, les remarquer, mais pas les exprimer. Donc les deux attitudes sont un petit peu gênantes. En même temps, l'une est quand même plus positive puisque elle fait ressortir ce qui est bien dans le livre. Bon après, moi c'est voilà. Après, le mieux, moi je pense, d'une critique, plutôt que de mettre des étoiles, c'est de mettre des commentaires, commentaires sur le genre du livre. Pour moi, ce livre c'est tel genre. Commentaires sur les personnages, commentaires sur la quantité, la longueur, commentaires sur le thème abordé. Alors, sachant que ça sera subjectif, évidemment, commentaires sur le style, c'est-à-dire l'écriture, etc. Voilà, en mettant ça, on est beaucoup plus constructif, même si on n'apprécie pas, on arrivera à dire quelque chose qui sera utile au futur lecteur et à l'auteur lui-même. Voilà, ça sera utile, même si la personne finalement n'a pas compris. Mais pourquoi elle n'a pas compris? Peut-être que l'auteur n'a pas utilisé les outils nécessaires à, à la, pour que la personne qui lit son livre le comprenne. Mais de toute façon, il y a tellement de diversité de population qu'on ne sera jamais apprécié par tout le monde. Ce n'est pas possible, de toute façon, hein. Voilà. Euh,
Et donc, ces critiques qui sont là pour donc défouler la personne, elles n'ont strictement aucun intérêt. Elles apprennent plus sur celui qui les fait que sur celui qui a écrit le livre, par exemple. Voilà, on apprend plus sur cette personne. C'est une personne qui a peut-être des frustrations, qui en veut à l'écrivain, à l'auteur, qui a déjà ce genre de problème aggravé par les boissons qu'il absorbe, alcool, drogue, etc. Voilà. Donc, ce genre de commentaires qui expriment la frustration, ça nous renseigne davantage sur donc celui qui fait les commentaires que sur le livre, que sur l'auteur. Voilà, c'est un intérêt à ce niveau-là. Et il y a des gens qui vont prendre de façon systématique le contre-pied de ce que vous pouvez exprimer parce qu'ils ne vous apprécient pas. C'est par exemple en politique, si on est plutôt à gauche et qu'on écoute un homme de droite, on va parfois malheureusement avoir tendance à prendre systématiquement le contre-pied de ce qu'il raconte, même s'il est aussi dans la même tendance que vous à certains points de vue, parce que ce n'est pas toujours aussi tranché que cela. Alors il y a une autre remarque très très intéressante dans ce commentaire, c'est que certains préfèrent une critique vache, finalement méchante, inappropriée, à une vraie critique. Alors là, je comprends tout à fait et je suis peut-être moi aussi parfois dans cette mouvance, c'est-à-dire que une critique vache, injuste, idiote, on peut dévaloriser la cible, enfin l'émetteur de cette critique, celui qui a émis cette critique. On peut dire, ben, c'est un pauvre type, c'est quelqu'un qui a eu envie d'avoir une relation sexuelle avec moi alors que je l'ai refusé, c'est quelqu'un qui voulait se mettre en ménage avec moi alors que j'ai refusé, c'est quelqu'un qui est jaloux de moi, c'est quelqu'un qui aurait voulu écrire mais qui n'en est pas capable alors qu'il a fait de longues études littéraires, etc. Il y a plein d'hypothèses qu'on peut lancer comme ça. Et par contre, la critique euh, qui n'est pas de l'agressivité, comment dire, qui n'est pas une manière pour celui qui a lu, pour le lecteur, la lectrice, qui n'est pas une manière de dénigrer la cible, l'auteur, et qui est donc réaliste, même si elle est empreinte de subjectivité. Ça peut être aussi une critique plaisir ou une critique plus objective quand même, hein. Eh bien, elle va plus nous gêner. Si c'est une critique plaisir, on va se dire, oh ben, c'est qu'elle lit des romans de gare d'habitude, cette personne, donc on ne va pas la prendre au sérieux. Là, ça va encore passer. Mais si c'est quelqu'un qui est dans la même mouvance que vous, qui s'intéresse aux mêmes choses, qui a un peu le même caractère et qui émet une critique, comment dire, négative, mais très posée, très polie, comment dire, qui souligne les défauts que vous pouvez avoir, ben là, ça sera beaucoup plus difficile à supporter, dans certains cas. Ça dépend. Sur le moment, on va se dire, ben mince, je me sens pas bien, je suis vexé, zut alors, on va être embêté. Mais en même temps, on ne pourra pas dénigrer celui ou celle qui a fait cette critique dans la mesure où ça correspond à une réalité. On sait que c'est quelqu'un de bien, qui est dans le même état d'esprit que nous, qui lit les mêmes choses, qui écrit les mêmes choses lui-même, peut-être. Ça veut dire que peut-être, dans un premier temps, on va être mécontent, mais après, on va se dire, tiens, il souligne ce défaut-là. En général, d'ailleurs, quelqu'un qui est réaliste, bienveillant, mais pas trop bienveillant, dans la relative bienveillance, il ne va pas trouver que des défauts, à moins que vous soyez vraiment nul, mais c'est rare, hein. Voilà. D'ailleurs, ça veut rien dire être vraiment nul. Enfin bon, il faudrait encore préciser, mais il y aura ça sera toujours partiel, c'est-à-dire que ce qu'il va pas aimer, c'est par exemple, je sais pas, l'écriture, le fait que ce soit trop réaliste à son goût, l'écriture, la redondance de certains mots. Alors que parfois on peut être redondant, mais volontairement, ça peut être une technique. Mais si on a été, je dirais, redondant sans que ça soit voulu, sans que ça corresponde à un besoin pour le livre, pour ce qu'on écrit, et ben là c'est un défaut. Donc dans un premier temps, moi je dirais qu'on va être mécontent, on va être triste, même en vouloir un peu à la personne, mais après, si ce sont des critiques vraiment vraiment constructives, on va les accepter dans un second temps et en tirer bénéfice, en tirer parti, pas toujours de la façon dont la personne qui a écrit la critique le voudrait, mais ça nous fait penser à autre chose. C'est-à-dire que, tiens, elle me dit ça, elle me dit, par exemple, cette personne, on l'a reproché souvent, j'ai un style pompeux, grandiloquent, euh, voilà, ce qu'on me reprochait toujours hein, quand j'étais en classe, emphatique, solennel, voilà, et dire, est-ce que c'est vrai? Ah ben oui, c'est peut-être vrai, mais
est-ce que justement je devrais pas l'exploiter encore plus pour faire quelque chose d'un peu amusant, l'exploiter plus mais l'améliorer, voyez? Partir de ce qu'on est parce qu'on ne pourra pas changer de toute façon. Alors si on vous dit aussi par exemple, «Oh mais il écrit jamais la réalité, c'est toujours une projection dans l'au-delà», des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça, ce qu'il me raconte là? C'est vrai, mais là c'est un reproche sur le fond, c'est qu'il n'aime pas ce que j'écris, mais comment je pourrais justement faire en sorte d'attirer ceux qui aiment justement cela? Comment je peux modifier le titre du livre pour attirer le bon public? Vous voyez? Donc on arrive toujours à en tirer quelque chose, mais c'est vrai que parfois on est plus satisfait d'une critique moche et injuste et méchante, bête, parce qu'on se dit, bah, on dévalorise la cible, enfin, pas la cible, celui qui a écrit cette critique, c'est de la psycho de base, ça, c'est pratique, pouf, on évacue le problème, bon, tant pis. Après, il y a des lecteurs qui vont peut-être le prendre au sérieux, donc on va perdre d'autres lecteurs. Mais si c'est vrai, c'est nous qui allons être dévalorisés, enfin, remis en question, voyez. Donc effectivement, je comprends que certaines personnes, du moins dans un premier temps, n'apprécient pas des critiques posées, réalistes, euh, pour ce type de raison. Voilà, n'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo, à me faire part de vos commentaires. Je vais l'indiquer dans la catégorie des profils atypiques parce que des gens qui se triturent les méninges comme ça, je pense que ce sont des gens un peu atypiques quand même, hein. Voilà. Merci, au revoir.